Le XVIIIe siècle est marqué par le règne de la raison. En opposition avec les idées anciennes et imposées, les écrivains se proposent, par l'usage libre de leurs pensées, d'éclairer d'un jour nouveau les grandes vérités. La révolution des esprits est en marche et prépare en profondeur celle de 1789. Parmi ces écrivains, nous retrouvons Madame Françoise de Graffigny, qui s'inscrit dans la tradition des moralistes. Sa posture est sévère, grâce à sa capacité à pointer du doigt les contradictions de la société française. Elle dénonce sa superficialité et son hypocrisie. En 1747, elle écrira un roman qui deviendra un best-seller, Les Lettres d'une Péruvienne. On y suit Zilia, kidnappée par des colons le jour de son mariage, qui arrive, par un enchaînement d'événements, en France. Au départ émerveillée, elle se met à développer un esprit critique et un regard sévère sur cette société. La lettre 20 se situe vers la moitié du roman. D'Eterville vient d'être envoyé à la guerre, et Céline et Zilia viennent d'être envoyées au couvent. Zilia profite donc pour mieux connaître la société et la culture du pays qu'elle vient de découvrir, et elle en fait le compte-rendu à son bien-aimé, Asa. Je vais maintenant procéder à la lecture de la lettre 20. Jusqu'ici, mon cher Asa, tout occupé des peines de mon cœur. Je n'étais point parlé de celles de mon esprit. Cependant, elles ne sont guère moins cruelles. J'en éprouve une d'un genre inconnu parmi nous, et que le génie inconséquent de cette nation pouvait seul inventer. Le gouvernement de cet empire, entièrement opposé à celui du tien, ne peut manquer d'être défectueux. Au lieu que le Capa-Inca est obligé de pourvoir à la subsistance de ses peuples, en Europe les souverains ne tirent alors que des travaux de leurs sujets. Aussi, les crimes et les malheurs viennent tous des besoins mal satisfaits. Les malheurs des nobles, en général, naissent des difficultés qu'ils trouvent à concilier leur magnificence apparente avec leur misère réelle. Le commun des hommes ne soutient son état que par ce qu'on appelle commerce ou industrie. La mauvaise foi est le moindre des crimes qui en résultent. Une partie du peuple est obligée pour vivre de s'en rapporter à l'humanité des autres. Elle est si bornée qu'à peine ces malheureux ont-ils suffisamment pour s'y empêcher de mourir. Sans avoir de l'or, il est impossible d'acquérir une portion de cette terre que la nature a donnée à tous les hommes. Sans posséder ce qu'on appelle du bien, il est impossible d'avoir de l'or, et par une inconséquence qui blesse les lumières naturelles et qui impatiente la raison. Cette nation insensée attache de la honte à recevoir de tout autre que du souverain, ce qui est nécessaire au soutien de sa vie et de son état. Ce souverain répand ses libéralités sur un si petit nombre de sujets, en comparaison de la quantité des malheureux, qu'il y aurait autant de folie à prétendre y avoir part, que d'ignominie à se délivrer par la mort de l'impossibilité de vivre sans honte. La connaissance de cette triste vérité n'excita d'abord dans mon cœur que de la pitié pour les misérables, et de l'indignation contre les lois. Mais hélas, que la manière méprisante dont j'entendis parler de ceux qui ne sont pas riches me fit faire de cruelles réflexions sur moi-même. Je n'ai ni or, ni terre, ni adresse. Je fais nécessairement partie des citoyens de cette ville. Ô ciel, dans quelle classe dois-je me ranger ? Dans cette lettre, Zilia compare le pouvoir politique français à celui du Pérou, afin de dénoncer l'injustice et les inégalités du gouvernement français. L'enjeu principal est de montrer que les souverains français exploitent leurs sujets au lieu de gouverner pour leur bien. Cette critique vise à remettre en cause un pouvoir fondé sur le privilège et l'exploitation. La lettre permet aussi à Zilia d'affirmer ses valeurs morales et politiques qu'elle a héritées de son pays d'origine. On peut alors se demander comment la jeune péruvienne remet-elle en question les inégalités de la société française. Pour répondre à ces problématiques, nous avons découpé le texte en 4 parties. Dans le premier mouvement, des lignes 1 à 3, Zilia fait part d'emblée de son indignation face à ces injustices. Par la suite, dans le deuxième mouvement des lignes 4 à 13, elle compare le pouvoir français à celui du Pérou et se rend compte de son injustice. Ainsi, elle attaque le monarque qui, d'après elle, exploite sa population. Dans le troisième mouvement, des lignes 14 à 20, Zilia s'en prend au règne capitaliste de la France car il prime l'argent et la solidarité sociale. Pour finir, dans le quatrième mouvement, des lignes 21 à la fin, elle s'inquiète pour son propre statut puisqu'elle perçoit sa dépendance au sein de la société française. Ainsi, on fait tout de suite face à une introduction élégiaque. Zilia exprime ses émotions, elle fait part directement de son indignation, ce qui accroche donc le lecteur. Nous pouvons souligner un changement dans la correspondance où Zilia quitte donc l'intimité et se tourne plutôt vers la réflexion, notamment avec le complément circonstanciel de temps jusqu'ici et l'antithèse, je cite, « les peines de mon cœur » et celle de mon esprit, ligne 1, qui montre qu'avant ce nouveau regard, Zilia n'était préoccupée que des peines de son cœur et que maintenant elle est désormais confrontée à de nouvelles peines qui deviennent bien plus importantes que celles qu'elle éprouvait auparavant.
Ensuite, la périphrase d'un genre inconnu parmi nous, ligne 3, nous montre un caractère nouveau de sa peine ainsi qu'un mystère autour des causes qui la provoquent. C'est-à-dire que Zilia fait désormais face à une nouvelle peine et qu'elle en ignore les causes. Pour finir, Zilia reconnaît une créativité géniale dans la nation française, mais la juge comme incohérente en faisant un éloge paradoxe, c'est-à-dire qu'elle fait l'éloge de la nation française de manière ironique en soulignant son défaut d'incohérence, en disant « génie inconséquent de cette nation ». Dans un premier temps, l'extrait met en évidence la manière dont Zilia dénonce la politique française, la politique française qui favorise les inégalités et oppose le pouvoir politique du Pérou à celui de la France, où elle révèle alors une totale injustice et un abus du pouvoir monarchique français. Elle commence par qualifier de défectueux, à la ligne 4, le gouvernement français. Cet adjectif péjoratif sert à exprimer son jugement négatif et permet ainsi de valoriser celui de son fiancé. Grâce à la proposition subordonnée, je cite au lieu que, à la ligne 5, Zilia oppose ensuite un gouvernement juste où le souverain est, je cite, obligé de pourvoir à la subsistance de son peuple, à la ligne 5, à un gouvernement injuste et abusif où, je cite, les souverains ne tirent la leur que des travaux de leurs sujets, à la ligne 6. On y retrouve ici la tournure de voix passive et active qui montre bien l'inversement des rôles et un système où ce n'est plus le roi qui sert son peuple, mais le peuple qui sert son roi. Nous relevons également une tournure restrictive lorsque Zilia dénonce que les souverains, je cite, retirent la leur que des travaux de leurs sujets. Également à la ligne 6, montre que les monarques abusent de leur pouvoir et qu'ils s'appuient uniquement sur le travail du peuple, ce qui met en valeur leur paresse puisqu'ils sont dispensés de tout labeur. À la ligne 6, l'adverbe « aussi » nous permet de souligner que les conséquences négatives comme les crimes et les malheurs découlent inévitablement de ce système injuste. Pour finir, dans chacun des 3 paragraphes suivants, Zilia adopte une démarche de raisonnement déductif. Elle part d'une idée générale sur l'injustice du système et, ensuite, la décline dans les conditions concrètes de chaque classe sociale. Pour les nobles, à la ligne 8, elle montre comment leur apparence magnificence masque une réalité de misère, en soulignant les contradictions entre leur luxe apparent et leurs difficultés réelles. Pour le commun des hommes, à la ligne 10, elle explique que leur survie dépend du commerce et de l'industrie, et qu'ils sont souvent contraints à des conditions de vie précaires à cause de l'exploitation. Enfin, pour une partie du peuple, à la ligne 12, elle souligne la dépendance à la charité et à la précarité extrême, montrant que ces individus sont souvent laissés pour compte. Merci de votre écoute. Étudierons 4 mouvements de la ligne 14 à la ligne 20, où Zilia rend compte de la domination de l'argent, ainsi que l'absence de charité dans un règne capitaliste où l'argent est le centre de tous les rapports sociaux et que la solidarité n'est pas la bienvenue. Tout d'abord, Zilia rend ridicule le système économique en utilisant une argumentation absurde qui accentue l'incohérence de ce système économique. La répétition de la proposition infinitive avoir de l'or à la ligne 14 montre le cercle vicieux excluant les pauvres. Cette répétition montre à quel point l'argent est important dans cette société si les personnes souhaitent se faire une place dans celle-ci. En résumé, si une personne ne possède pas d'argent, elle est donc condamnée à la pauvreté. Ensuite, nous pouvons voir qu'il y a une opposition entre le champ lexical de l'intelligence avec les mots lumière naturelle et raison à la ligne 16 et celui de l'irrationalité avec les mots inconséquence, insensé à la ligne 16 et folie à la ligne 19, ce qui nous montre un système politique qui est contre les valeurs morales et ceux de la raison, donc contre l'esprit des Lumières, une autre incohérence de ce système. Une série d'antithèses se succèdent dans la suite du texte entre honte et nécessaire, ligne 17, qui dit clairement que le besoin nécessaire pour vivre devient une honte à ceux qui n'ont pas d'argent. Une autre antithèse aux lignes 18 et 19 entre les deux termes ce souverain, ligne 18 au singulier, et ses sujets et malheureux, ligne 19 au pluriel, qui nous montre une disproportion. Tandis qu'un souverain possède beaucoup, nombreux des malheureux sujets souffrent de pauvreté, cette forte inégalité est accentuée par la honte de celui qui ne possède rien. Enfin, le comparatif d'égalité autant que, dans la phrase « autant de folie à prétendre y avoir
Que d'ignominie à se délivrer par la mort de l'impossibilité de vivre sans honte. Lignes 19 et 20. Zilia qualifie les deux actions comme honteuses et humiliantes. Quelqu'un qui a de l'ambition pour parvenir à s'intégrer dans ce système avec des richesses et de l'argent, et quelqu'un qui souhaite mettre fin à ses jours pour échapper à une vie remplie de honte. Dans ce dernier mouvement, Zilia passe d'une critique générale de la société française à une réflexion personnelle. Cette transition montre que ce qu'elle observe la touche profondément. Tout d'abord, Zilia explique que la compréhension des injustices sociales ne provoque pas seulement une réflexion intellectuelle, mais aussi une réaction morale. Lorsqu'elle évoque les tristes vérités, elle montre que cette prise de conscience fait naître en elle de la pitié pour les plus pauvres, de l'indignation contre les lois. Ainsi, la raison et l'émotion sont étroitement liées. Comprendre la société, c'est aussi en ressentir la violence. Ensuite, le vocabulaire utilisé est très marqué par le jugement. Les adjectifs évaluatifs comme triste, méprisante ou cruelle traduisent une condamnation claire de la société française. Les exclamations renforcent l'expression des émotions de Zilia et donnent au texte un ton sincère et engagé. Progressivement, Zilia recentre son discours sur elle-même. L'énumération des négations, lorsqu'elle affirme qu'elle n'a ni or, ni terre, ni adresse, souligne qu'elle ne possède aucun des éléments nécessaires pour être reconnue socialement en France. Cette accumulation met en valeur son exclusion et son sentiment d'insécurité face à une société fondée sur l'argent. Enfin, la question « dans quelle classe dois-je me ranger ?» conclut ce passage sur une angoisse profonde. Cette question rhétorique montre que Zilia ne sait pas quelle place elle peut occuper dans la société française. Elle comprend que cette société classe les individus selon leur richesse et qu'elle risque d'en être exclue. Ce passage révèle donc une véritable crise identitaire. L'unité de sens de ce mouvement repose sur le fait que la critique des inégalités sociales aboutit à une remise en question personnelle. En comprenant la société française, Zilia comprend aussi qu'elle peut ne pas y avoir de place. Pour conclure, afin d'analyser cet extrait de la lettre 20 des lettres d'une péruvienne de Madame de Graffigny, nous nous étions demandé comment la jeune péruvienne remettait en question les inégalités de la société française. Pour cela, nous avons vu la dénonciation de cette société d'un point de vue critique et autoréflexif de Zilia, qui par son sens de la réflexion et de ses émotions, a montré les contradictions concernant l'injustice de cette société. Ainsi, on pourrait rapprocher cet extrait d'une autre œuvre du XVIIIe siècle, comme Candide de Voltaire, dans laquelle Voltaire dénonce également à travers un personnage les mœurs de la société et de l'injustice.